Roland Barthes a dit « La langue comme performance de tout langage n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. » Alors, d'habitude, je commence mes conférences plutôt par une petite blague ou une petite anecdote rigolote, et ça casse un peu moins l'ambiance, mais je vous promets, la conférence va être moins obscure et moins déprimante que cette citation. Avant de commencer, vous avez un QR code. Si vous avez besoin si vous avez des besoins d'accessibilité et que, pour une raison ou pour une autre, juste m'écouter n'est pas suffisant, je fais ce que j'appelle un pré-transcript, c'est-à-dire que j'écris ma conférence et je la rends disponible. Donc si jamais à un moment je parle trop vite ou ce genre de choses, n'hésitez pas, ce n'est pas exactement le texte de ce que je vais dire aujourd'hui, parce que je n'apprends pas mon texte par cœur, mais il y a dedans tout le contenu de la conférence. Je vous laisse 2 minutes si vous avez besoin. Alors, moi c'est Magali, j'utilise le pronom « elle » et je suis une ancienne travailleuse sociale devenue dev il y a 5 ans. Je suis militante pour l'inclusion, la diversité et la justice sociale. J'ai d'ailleurs créé 2 associations à ce sujet. À la fin de la conférence, vous aurez un lien avec un peu tous mes travaux, mes associations, ou me trouver sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je suis féministe, je suis handicapée, je suis neuroatypique, je suis LGBTQIA+. Dans les liens, vous aurez aussi toutes les ressources de la conférence. Je ne donnerai pas mes slides, parce que vous allez voir, mes slides, c'est juste de la décoration. Et je suis amoureuse de mes chiens, au point où, si vous connaissez un peu mes conférences, vous savez à quoi vous attendre. Pour la prochaine slide, c'est une petite photo de mes chiens, pour vous attendrir un petit peu, et me donner un petit peu de crédit, disons, de sympathie. Au fond, c'est Plume, c'est la colocachienne. Et devant, c'est Truffa, dont je parle constamment. Vous inquiétez pas, j'en parle pas dans la conférence, mais si vous parlez 3 minutes avec moi, vous verrez, j'en parle tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez briser la glace après la conférence et venir me parler, montrez-moi des photos de vos animaux de compagnie, ça me plaît toujours. Alors, cette citation de Roland Barthes, qui dit « La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. » Pour résumer un peu cette citation, ce qu'il dit, Roland Barthes, c'est que la langue, c'est un pouvoir, la langue a du pouvoir, et que, comme tout pouvoir, elle est plutôt du côté de l'oppression que du côté des opprimés. Il dit ça dans son adresse au Collège de France, en 1977, et c'est un moment assez important de la vie des intellectuels, donc c'est assez marquant. Et c'est aussi assez marquant parce que c'était plutôt révolutionnaire et assez provocateur à l'époque de prendre cette posture sur la question du langage, parce que jusque-là, les philosophes avaient plutôt tendance à dire que le langage en soi était émancipateur. Mais Roland Barthes, lui, considère que comme c'est un outil de pouvoir, il est forcément du côté du pouvoir, en fait. Il faut savoir qu'il est un peu revenu sur cette question dans ces dernières années, mais en tout cas, en 1977, c'était sa position. En 2024, quand on demande à questionner le langage, quand on milite pour remettre en question certaines habitudes qu'on a au niveau de notre langage, l'une des réponses les plus courantes, c'est « vous n'avez pas de combat plus important ». Moi, je pense que c'est un combat qui est très important. Par exemple, vous avez vu la slide tout à l'heure que j'ai faite sur ma présentation, où je liste certaines choses que je suis. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça permet de vous donner un contexte et vous dire d'où je pars quand je fais mes conférences. Moi, je fais des conférences qui sont sur des thèmes sociaux, donc il y a toujours un point de vue qui est associé. Et donc, c'est important pour moi d'être transparente sur qui je suis le plus rapidement possible, parce que je ne vais pas vous faire ma bio à chaque fois, pour ensuite pouvoir vous amener mes sujets. Quand j'ai créé cette petite slide de présentation, que je réutilise tout le temps, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que je mets le mot féministe? Parce que c'est un mot qui est assez clivant et qui fait peur, et parfois donne l'impression que ça va teinter tout mon discours. Mais en même temps, de fait,
le fait que je sois féministe amène un contexte à ce que j'amène au niveau du contenu. Donc j'ai décidé de le mettre parce que je considère qu'être transparente, c'est le plus important, quitte à me mettre quelques personnes du public un petit peu à dos au début. En faisant cette conférence, je me suis rendu compte que quand je me présente et que je liste un petit peu les facettes de mon être qui sont dans des groupes marginalisés, par exemple le fait d'être neuroatypique ou d'être LGBTQIA+, une des choses que je ne précise pas, c'est que je suis grosse. Pourtant, être grosse est quelque chose de très impactant dans ma vie au quotidien. Je vis énormément de discrimination à cause de ça. Je vis aussi des insultes. Il y a beaucoup de gens qui ont des stéréotypes sur moi à cause de ça. Il y a énormément d'études qui montrent que les personnes grosses vivent de la discrimination au travail, au logement, au niveau des soins, de la médecine. Moi, personnellement, par exemple, j'ai vécu énormément de maltraitance médicale, donc c'est quelque chose qui m'impacte au quotidien. Je vis énormément de grossophobie, et être dans l'espace public en tant que personne grosse, c'est très difficile parce que l'espace public ne m'est pas du tout adapté, et qu'en plus, les personnes sont assez hostiles à moi en général. Donc, je ne l'ai pas mis dans ma présentation parce que je considère que ça se voit quand on me voit sur scène. Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu validiste parce qu'en fait, toutes les personnes qui regardent ma conférence ne me voient pas forcément sur scène. Donc, c'est quelque chose que j'ai questionné en faisant cette conférence, en réalisant qu'il y avait des mots qui manquaient dans ma présentation. William Shakespeare dit, avec un accent pas terrible, « A rose by any other name would smell as sweet ». Il est gentil, William, mais il y a quand même une importance au nom qu'on accorde aux choses. Alors en réalité, cette citation, elle est très mal utilisée. D'ailleurs, moi, j'avais eu une dissertation en philo en terminale avec cette citation, qui ensuite me demandait de questionner le langage, justement. Sauf qu'en fait, cette citation, dans le contexte, elle parle de nom de famille. C'est juste le contexte de deux personnes qui sont amoureux et qui sont tristes parce qu'ils sont dans des familles qui sont en guerre, quoi. Donc je ne suis pas sûre que William Shakespeare considérait que tous les noms pouvaient être jetés à la poubelle. Dans la slide précédente, je vous ai beaucoup parlé du fait que j'étais grosse. Et j'ai utilisé le mot grosse et un peu le champ lexical qui va avec énormément, plus certainement que la plupart des gens font en une seule journée. Et alors, aujourd'hui, je suis très illuminée par les spotlights, donc je ne vous vois pas beaucoup. Mais quand je le fais, je sais que je vois toujours les mêmes réactions dans le public. Je vois des airs un petit peu crispés, je vois des regards un peu gênés, voire des gens qui détournent leur regard. Et je comprends, je ne vous en veux pas, c'est parce que le mot grosse, ou gros, est considéré comme une insulte dans notre société. Parler de sa grosseur est quelque chose de très stigmatisant. Et je l'ai fait un petit peu en le sachant, bien sûr. Je voulais un peu provoquer cette réaction. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous auraient sûrement préféré que j'utilise le mot obèse, parce que c'est un terme médical, donc en théorie neutre. Sauf qu'en pratique, le mot obèse n'est absolument pas neutre, comme la plupart des mots médicaux. Déjà, c'est un mot qui pathologise mon corps. Moi, j'ai des problèmes de santé, je vous ai dit, je suis handicapée, je suis malade chronique, mais aucun de ces problèmes de santé ne sont liés au fait que je sois grosse. Donc je ne vois pas pourquoi mon corps devrait être pathologisé pour autant. C'est aussi le terme qui est utilisé par les médecins pour me maltraiter et me maltraiter. Et donc je n'apprécie pas du tout ce terme, ça me renvoie à énormément de traumas. On m'a souvent dit, tu peux dire en surpoids. Mais moi, en surpoids, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En surpoids de quoi? Moi, j'accepte qu'on me dise en surpoids si à partir de maintenant, toutes les personnes grandes, on les appelle en surtaille. Bon, il y a ronde. Je ne suis pas vraiment ronde. Après, il y a ceux qui sont un peu horribles, genre bien en chair, robustes, charnus, potelés. Si vous en avez d'autres à la suite, vous pouvez me les dire, parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai fait une conférence. Tous ces mots-là, moi, je les trouve horribles, et je n'ai pas du tout envie de les utiliser. S'il y a quelqu'un qui préfère utiliser un de ces mots, très bien, pour lui-même ou pour elle-même. Mais moi, le mot que je veux utiliser, c'est grosse. Comme quoi, vous voyez, les mots, c'est important. Je viens de vous faire, 5 minutes sur juste comment qualifier mon corps. Et on reconnaît que les mots, c'est important, puisque régulièrement, on a des gros débats sur comment faire évoluer notre langage.
Souvent, on le fait en miroir des évolutions de notre société. Par exemple, dans les années 90, quand j'étais gamine, un des premiers trucs qui m'a marqué, c'est qu'on a renommé plein de pâtisseries, parce qu'elles avaient des noms hérités de notre passé colonialiste, et donc des noms racistes, et qu'à un moment, on s'est dit, bon, il est peut-être temps de changer. Plus récemment, on a changé le titre d'un des livres d'Agatha Christie, qui comportait le N-word. On a fait ça, je crois qu'on était déjà dans les années 2020, c'était vraiment récemment, alors que le livre avait été changé en version originale du vécu de l'autrice, donc c'était un petit peu tardif. Et dans la tech, par exemple, il y a eu un gros débat et pas mal de volonté de supprimer les termes master-slave, parce que des descendantes et des descendants des victimes de l'esclavage nous ont dit que quand même c'était une imagerie qui n'était pas terrible. C'est plutôt cohérent tout ça, ça va avec comment notre société évolue, et en théorie les valeurs qu'on essaye d'avoir dans notre société. Seulement c'est aussi très tardif. Comme je l'ai dit, on vient tout juste de changer le titre d'Agatha Christie, alors que socialement, ça fait quand même plusieurs décennies que ce n'est pas acceptable d'utiliser le N-word. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en discutait, on disait des euphémismes du genre le N-word plutôt que de dire le mot, tellement on considère que ce mot n'est pas à dire. Pourtant, il y a toujours des débats et beaucoup d'énervement à chaque fois qu'on amène un mot qu'on veut changer, une expression qu'on veut changer. Comme si les changements de société n'étaient pas encore arrivés, et comme si c'était extrême de demander à ce que le langage évolue à la suite de ces changements de société. La question c'est, d'accord, on adapte le langage au changement de société, mais est-ce qu'on peut changer la société en changeant le langage? Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Il y a un auteur, qui est très souvent cité, on en reparlera, qui s'appelle George Orwell et qui a écrit 1984, c'était en 1949. Et lui, il a théorisé cette idée-là, quelque part. Dans 1984, c'est une dystopie, et c'est l'histoire d'un homme qui vit sous un gouvernement fasciste, qui s'appelle Big Brother. Et une des stratégies qu'utilise ce gouvernement pour garder le pouvoir, pour éviter la rébellion, c'est de créer un nouveau langage qui s'appelle le novlangue, ou la novlangue, je ne sais jamais. La novlangue, je pense. Et du coup, cette novlangue permet de vider complètement le langage de tout sens afin de faire en sorte que les gens ne puissent plus même penser à se rebeller, même questionner les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Et comment la novlangue fait ça? En mélangeant deux concepts opposés pour vider complètement de leur sens. Par exemple, le slogan du régime, c'est ce qui est affiché là, c'est-à-dire « la guerre, c'est la paix », la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Aujourd'hui, 1984 est énormément cité par les éditorialistes, les journalistes, les personnes politiques, dès qu'il y a des sujets un peu en rapport avec la langue qui sortent. Mais c'est souvent très mal utilisé, ou de façon très malhonnête. La novlangue, ce n'est pas créer de nouveaux mots pour illustrer des nouveaux concepts. Par exemple, quand on a poussé, et on continue à le faire parce que c'est un travail en cours, pour qu'on crée un neutre en français et qu'on a proposé par exemple l'utilisation du pronom IL pour le neutre, il y a plein de gens qui étaient contre cette utilisation et qui nous ont dit qu'on faisait du 1984. Or, on fait tout l'inverse, puisque ce n'est pas envie d'un concept de son sens, c'est on a un concept et on crée des mots pour pouvoir parler et penser ce concept. Donc c'est tout l'inverse de 1984. Par contre, quand il y a une grève des transports, par exemple, et que les médias nous disent que c'est une prise d'otage, là, on n'est pas loin du 1984. De la même façon, quand cet été, à la suite des élections, les macronistes ont développé tout un champ lexical du combat et de la violence parce que la gauche proposait une première ministre, alors que la gauche était majoritaire, ce qui du coup faisait que c'était logique qu'elle propose un premier ministre, là on était dans 1984. Dire que la gauche faisait un coup de force en proposant un nom pour une première ministre, ça n'avait absolument aucun sens. Donc attention à l'utilisation de cette idée de 1984. George Orwell a dit, toujours le même, « Si la pensée corrompt le langage,
le langage peut aussi corrompre la pensée. Un mauvais usage peut se répandre par tradition et par mimétisme, même parmi les gens qui devraient être plus avisés et qui le sont effectivement. Pour simplifier un peu, comme dirait Patrick Swayze dans Dirty Dancing, on ne laisse pas le langage dans un coin. Oui, il faut un peu de léger, parce que... En gros, ce que dit George Orwell dans cette citation, il dit que le langage, il faut le penser. On ne peut pas le laisser juste perdurer de lui-même, parce qu'il va un peu pourrir sur pied. Et il ne faut pas le laisser être corrompu par notre pensée, mais il ne faut pas le laisser non plus corrompre notre pensée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le langage limiter notre pensée, limiter nos moyens d'action par son inefficacité. La question, c'est quelle sorte de changement je voudrais pour notre société et pour la tech en particulier. Si vous suivez un petit peu mes travaux, moi ce que je veux, c'est une tech et une société plus inclusive et plus éthique. Dans la tech, même si on a une place privilégiée, c'est difficile d'ignorer le fait qu'on a énormément de boulot à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas linguiste, mais ça tombe bien, il n'y a pas de linguiste à l'Académie française non plus. D'ailleurs, alors j'ai une petite question là, c'est juste pour mon plaisir personnel. Qui dit la Covid dans cette salle? Levez la main. Bon, n'ayez pas honte, mais vous êtes largement minoritaire. Rappelez-vous, c'était le dernier combat de l'Académie française. L'usage a gagné, comme on disait qu'il le ferait. Bon, désolé, c'était un petit tacle un peu gratuit pour l'Académie française. Donc je ne suis pas linguiste, mais j'ai une bonne idée de ce que sont les problèmes dans notre industrie, et j'ai une bonne idée de comment essayer de faire des actions, de faire des leviers pour les régler. Donc du coup, c'est un peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette conférence, entre autres. Et puis je pense que dans notre industrie, c'est important qu'on se penche sur la question du langage, outre les questions d'inclusion, parce que dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une grande mode de l'intelligence artificielle. Je pense que vous n'êtes pas passé à travers. Et en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle en ce moment, c'est principalement des Large Language Models, des LLM. Et donc, c'est en fait des technologies qui se basent sur le langage. Et on est plein à parler, par exemple, des biais oppressifs que l'IA entraîne. Bah ça, c'est parce que, entre autres, on ne pense pas assez au langage et à comment il est utilisé dans ces technologies. Donc, outre la question de l'inclusion et de l'éthique au sein de notre industrie au niveau interpersonnel, c'est vrai aussi pour nos technologies. Petite expérience. Je vais vous demander, comme on parle d'acteurs, enfin en tout cas, je vous ai affiché Patrick Swayze pour le plaisir des yeux, est-ce que vous pourriez penser à vos 3 acteurs préférés? Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir si ce n'est pas évident. Ok. Vous pouvez lever la main si vous avez pensé à des femmes. Pas mal. Mieux que dans plein de salles. Les études montrent que si je vous avais dit pensez à des actrices pensez à vos actrices et acteurs préférés, vous aurez pensé à 2 fois plus de femmes. On nous dit que le langage est neutre. En attendant, si je dis pensez à vos acteurs préférés, potentiellement, vous allez surtout penser à des hommes. Donc oui, on va parler de langage inclusif. Attention, le langage inclusif, ce n'est pas l'écriture inclusive et ce n'est pas le point médian. L'écriture inclusive et le point médian sont des outils du langage inclusif. Mais ça n'est pas que ça. Pour moi, le langage inclusif, c'est tout ce qu'on peut mobiliser au niveau de notre façon de communiquer par le langage, écrit et oral, pour éviter d'exclure, opprimer ou invisibiliser une partie de la population. Dans la tech, un des problèmes qu'on a, qui sont les plus visibles, puisqu'on n'a toujours pas réussi à le dépasser, c'est le sexisme. Je n'irai pas argumenter ce fait. On a énormément de ressources pour ça. Je vous laisserai chercher si vous n'êtes pas convaincus. Mais si en 2024, vous n'êtes pas convaincu que la tech est une industrie sexiste,
il me faudrait toute une conférence pour vous convaincre. Donc, allez chercher de vous-même des ressources. Donc, un des enjeux principaux dans la tech, vu qu'on est dans une industrie sexiste, c'est de faire en sorte que cette industrie soit moins sexiste, et donc de rendre le langage moins sexiste. Du coup, le langage inclusif est pertinent parce que une des premières choses qu'on travaille dans le langage inclusif, c'est la question de l'inclusivité au niveau du genre. En plus, pardon, je me suis trompée, en plus, notre langage est très genré, donc du coup, forcément, c'est un des enjeux les plus principaux. Attention, je ne vous dis pas qu'on va tout régler en essayant de rendre notre langage moins sexiste. Il y a des langages qui sont moins genrés, voire pas genrés du tout, et pour autant, le sexisme existe toujours dans ces sociétés. Le but, c'est d'accompagner un changement et d'en faire une de nos armes, pas de considérer que juste faire de l'inclusif permet d'avoir réglé la question. Il y a deux accroches au langage inclusif, souvent, quand on en parle. La première, c'est la question du point médian. Et la deuxième, c'est le fait que ce ne serait pas joli, ce ne serait pas beau. Il y a une critique de fond, et c'est toujours la même, c'est on n'a pas d'autre urgence à régler avant. Je vais répondre d'abord à la critique de fond. Moi, je pense que c'est un des combats à mener. Si le langage, comme le dit Roland Barthes, est un outil de pouvoir, alors il faut que ce soit un outil de lutte. Du coup, moi, je pense que c'est important d'avoir plusieurs combats à mener en même temps. D'ailleurs, on le fait tous et toutes. Mais surtout, il faut savoir que les gens qui sont contre l'évolution du langage, eux, n'hésitent pas à y passer énormément d'énergie et de temps. Jusqu'à présent, les seuls à avoir passé des lois et des décrets sur la question du langage inclusif, c'est ceux qui étaient contre, ce n'est pas ceux qui étaient pour. Donc c'est bien qu'il y a un gros point d'accroche là-dessus et qu'il faut s'y mettre, quoi. Je vous l'ai dit, un des points d'accroche du langage inclusif, c'est la question du fait que ce n'est pas esthétique, que ce n'est pas beau, que ça détruirait le français. Moi, je trouve ça absurde comme critique. Cette sacralisation du français qui en ferait un langage hyper fragile qu'on ne pourrait pas modifier au risque de le détruire complètement, outre le fait que ça n'a aucun sens, c'est assez récent. Il faut savoir que, par exemple, avant le XVIIe siècle, il n'y avait aucune normalisation du français. Tout le monde écrivait le français comme il ou elle voulait, et tout le monde parlait le français un peu à sa sauce. Et ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Mais au XVIIe siècle, il y a des intellectuels qui ont décidé qu'il était temps de normaliser le français. Et quand je dis normaliser, en fait, on a masculinisé le français. On a, par exemple, supprimé la plupart des noms de métiers féminins. Vous voyez, par exemple, autrice, qui a été très critiquée quand des femmes ont commencé à se revendiquer autrice. En fait, c'est un terme qui existait avant, qui a juste été supprimé. Et on a aussi, bien sûr, masculinisé la grammaire. Je vous parle d'autrice, mais par exemple, dans notre industrie, quand on dit développeuse, moi j'ai déjà entendu plein de fois « Ah, mais c'est moche !» « Ah ben non, il ne faut pas dire développeuse, parce qu'après, les recruteurs, ils ne te trouvent pas sur les réseaux sociaux. » Et par exemple, mon diplôme, je suis développeur web et web mobile. Moi, je ne suis pas développeur. Quelque part, si vous trouvez ça moche, développeuse par exemple, on s'en fout. Le langage, il n'a pas juste une vocation esthétique. Moi, je déteste le mot courriel. Vraiment, dès qu'on me dit « je vais t'envoyer un courriel », j'ai envie de hurler. Pourtant, vous ne me voyez pas militer pour supprimer le mot courriel partout ou reprendre tout le monde dès que les personnes utilisent courriel, quoi. Moi, je l'utilise pas, mais... Au XVIIe siècle, donc, on décide dans la grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Avant, on faisait des accords très différents. Il y avait l'accord de majorité. 2 femmes et 1 garçon se sont promenés, serait au féminin parce qu'il y a 2 femmes pour 1 garçon. Ou alors on fait l'accord de proximité. Les garçons et les filles se sont promenés, toujours au féminin pluriel, parce que les filles est plus proche de ce qui est à accorder. Décider que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est pas on a fait plouf plouf et « c'est tombé comme ça ». C'est une idéologie, c'est une volonté. D'ailleurs, Nicolas Beauzée, un grammairien de l'époque, le dit bien. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin
à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, la formulation, elle est hyper violente en fait. On pourrait dire juste le masculin est neutre. Pourquoi on dit le masculin l'emporte sur le féminin, à votre avis? Parce que littéralement, c'est ce qu'on dit. Moi, quand j'étais gamine et que j'ai appris ça en primaire, ça m'a fait hurler. Et ça fait beaucoup rire mon prof, mon instit, qui trouvait ça rigolo que ça m'énerve, mais moi, j'avais un côté d'où le masculin l'emporte sur le féminin, quoi. Et je sais que ce discours, il existe beaucoup dans la tech. La supériorité du mâle sur la femelle. Mais bon, c'est un peu daté comme discours quand même. Je pense qu'il serait temps de le remettre en question. Si dans cette salle, il n'y avait que des femmes et un homme, on devrait genrer au masculin. Vous trouvez ça normal, vous? Invisibiliser comme ça les femmes? Considérer qu'un public où il n'y aurait que des femmes et un homme serait au masculin, et donc personne ne saurait qu'il n'y avait que des femmes dans le public? Le problème, c'est que notre cerveau, il prend le langage littéralement. Si je dis les développeurs, ça doit être le neutre au pluriel, hein, bien sûr. Grammairement, c'est le neutre. Si je dis les développeurs et qu'on n'est pas dans un contexte où je vous parle de la féminisation du français, vous allez imaginer que des hommes. Même moi qui suis féministe, comme je vous l'ai dit, et qui suis un peu énervée sur ces questions-là, si vous me dites les développeurs ont créé cette application, j'imagine pas qu'il y a des femmes. Mon cerveau, il n'est pas câblé comme ça. Notre cerveau, il n'est pas câblé comme ça. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille, enfin je vous l'ai mis dans les ressources à la fin. Ça s'appelle « Notre cerveau pense-t-il au masculin ?» Et dedans, ils expliquent comment notre cerveau fonctionne au niveau du langage d'une façon qui, pour moi, est très parlante, avec un système d'ampoules. Imaginez, il y a un grand tableau avec plein d'ampoules. Et chaque ampoule correspond à un mot, à un concept. Et à chaque fois qu'on va parler d'un sujet, toutes les ampoules associées vont s'allumer pour que vous puissiez aller piocher les mots et les concepts dans la discussion. Si une ampoule est éteinte, vous allez avoir beaucoup de mal à aller chercher ce concept. Vous allez bugger, vous n'allez pas trouver le mot. Donc en fait, votre cerveau, il fait un travail d'association. Par exemple, je dis développeur, et vous allez associer plein de mots, dont homme, par exemple, puisqu'on a tendance à penser que les développeurs, c'est masculin. Donc ça va être le champ lexical, tous les mots que vous associez vous, pour une raison ou pour une autre, les mots proches, connexes, tout ça. Et à chaque fois qu'on avance un peu dans la discussion, il y a d'autres ampoules qui s'allument, d'autres qui s'éteignent. Il y a des ampoules qui sont utilisées régulièrement, qui restent toujours un petit peu allumées pour être plus rapides à être mobilisées. Bref. Et il y a un exemple là-dessus qui est super intéressant, c'est vraiment l'exemple du livre, parce que je l'ai trouvé très parlant. Si je vous dis, nous mettons la bière dans le coffre de la voiture, comme la bière, le sens le plus commun, c'est la boisson, et que certainement, vous vous dites que vous allez aller en boire une après la fin de la conférence, c'est à ça que vous pensez. Donc vous avez tout le champ lexical de la boisson, tout ce qui, vous, a un lien avec la boisson qui s'allume. Sauf que si tout d'un coup je vous dis « pour aller à l'enterrement », là, peut-être que c'est le sens bière, sens cercueil, qui va s'allumer. Et vous n'êtes plus du tout dans le même contexte, et c'est d'autres ampoules qui s'allument. Quand on parle de tech, on a tendance à avoir des ampoules masculines qui s'allument. Tous et toutes, hein, même quand on est une femme, ce n'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme. C'est parce que la société, depuis qu'on est enfant, nous fait des associations entre le masculin et certains métiers, certains domaines, certaines qualités, et le féminin et certains métiers, certains domaines, certaines qualités. Typiquement, on a tendance à dire garçon, force, technique, science, rationalité. Et les filles, on va dire douceur, soin, sentiment. Et ça, tout au long de notre vie, c'est des liens qu'on continue à nous faire faire. Et c'est aussi en détruisant ces liens, dans notre cerveau, au niveau du langage, qu'on va déconstruire un petit peu les biais qu'on a à ce niveau-là. Technique, garçon, qui est un lien qu'on nous fait faire des tout petits, avec les jeux qu'on offre aux garçons, les jeux qu'on offre aux filles, ce genre de choses. C'est ce qui nous amène à avoir des discours du genre « les femmes n'aiment pas les métiers techniques ». Il n'y a absolument rien de scientifique
qui prouvent que les femmes aimeraient moins que les métiers techniques que les hommes. Mais on va nous dire ça, et on va nous le dire même à des femmes qui sont dans un métier technique et qui aiment le métier technique. Ça, c'est à cause des associations, entre autres, des associations qu'on fait par le langage. Bon, j'admets, le langage inclusif, c'est pas toujours simple. Il y a donc le point médian, dont on n'a pas parlé jusque-là, et le point médian, outre le fait qu'il rend le texte un peu bizarre à lire, il n'est pas très accessible. Il peut poser des problèmes d'accessibilité. Les épicènes et les neutres ne sont pas suffisants. On imagine toujours des hommes, parce que le neutre n'existe pas en français. Et comme c'est le masculin qui est le neutre, si je vous dis l'équipe de développement, il y a de grandes chances que, malgré tout, vous imaginiez principalement des hommes. Donc, ce n'est pas suffisant. Un des outils que moi j'utilise beaucoup pour reféminiser le langage, parce qu'il s'agit de ça, hein, on ne veut pas neutraliser le langage, on n'en est pas là, on a besoin de le reféminiser, c'est le doublet. Donc, dire les développeuses et les développeurs, plutôt que les développeurs qui seraient neutres. L'ordre est important. Si je vous dis les développeurs et les développeuses, ou si je vous dis les développeuses et les développeurs, votre cerveau ne réagit pas pareil. Ce qui est en premier dans le doublet est considéré comme le plus important. Et comme le but est de reféminiser, du coup on met les femmes en premier. Et ce n'est pas de la galanterie, hein. C'est une stratégie. Par exemple, on dit toujours Adam et Ève, ce n'est pas du tout par hasard. C'est parce que dans notre société, Adam est beaucoup plus important que Ève. Essayez de vous habituer, faites un petit jeu avec vous-même et essayez, quand vous en parlez, on n'en parle pas forcément tous les jours, mais de dire Ève et Adam. Vous allez voir, ça ne vient pas naturellement. D'ailleurs, moi, quand je fais les doublets, à l'écrit, j'arrive très bien à garder le féminin en premier parce que c'est facile, on se relie. À l'oral, des fois, je glisse et je fais d'abord le masculin. Je l'ai peut-être d'ailleurs fait là, pendant la conférence. Parce que mon cerveau, malgré tout, il veut remettre le masculin en premier parce que c'est ce que mon cerveau a appris à faire et continue à voir et à entendre partout, tout le temps. Donc c'est un travail continu. Mes stratégies pour rendre le langage plus inclusif, alors on est encore beaucoup au niveau du genre, parce que l'inclusivité au niveau par exemple du handicap, au niveau de tout ce qui est antiracisme et tout ça, ça va être plus la question de certains mots qu'on ne dit plus, ne plus utiliser des mots validistes, ne plus utiliser des mots racistes, et donc je ne vais pas vous faire une liste, vous énoncer une liste de mots à bannir, mais c'est l'idée de, quand on nous dit qu'un mot n'est pas correct, de le virer de son langage, surtout. Mais en tout cas, sur la féminisation du langage, ma stratégie que j'essaie de mettre en place, qui est une stratégie que j'ai plus ou moins construite avec mes lectures, mais qui est souvent ce qui est un peu conseillé, hein, j'ai rien vraiment inventé, c'est de faire des doublets tant que je peux. Parce que c'est ce qui permet le plus de reféminiser, puisqu'on met le féminin en avant. Bon, le problème, c'est que ça peut devenir lourd. Si on fait une énumération, si je fais, par exemple, je veux citer 10 métiers et que je dis les boulangères et les boulangers, les restauratrices et les restaurateurs, et tout ça pendant 10, au bout d'un moment, ça fatigue tout le monde et on décroche. Donc, attention quand même, le but d'un langage, c'est de communiquer, donc des fois, il faut s'adapter, quoi. L'autre problème des doublets, c'est que ça ne met pas en valeur les personnes non-binaires. Ça n'inclut pas toutes les personnes non-binaires. Donc, on est vraiment sur de la féminisation, on n'est pas sur de l'inclusif à 100% au niveau du genre. Ensuite, je vais utiliser ce que j'appelle des outils de neutralisation. Donc, par exemple, parler du groupe, l'équipe de production, ou les épicènes, donc les mots qui sont neutres par nature. Mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Ça accompagne les outils de féminisation, mais il ne faut pas que ce soit ce que vous utilisez le plus, même si je sais que c'est souvent le plus facile. Parce que si vous faites que ça, en fait, on pense quand même au masculin. Parce qu'en vrai, le neutre, encore une fois, en français, n'existe pas. Donc ça complète, mais ça ne peut pas être votre outil principal. J'aime bien aussi créer des mots. Les développeuses, les utilisatrices. Utilisatrice, c'est pas mal pour éviter de parler du parcours utilisateur tout le temps, où on a l'impression que du coup les femmes... c'est pas mal, et il y a des mots sur lesquels ça marche bien, et il y a des mots où ça marche moins bien. Par exemple, si je vous dis les écrivaines,
qui est pourtant bien le condensé de écrivain et écrivaine, bah, on a l'impression que je parle que des femmes. Donc c'est pas adapté à tout le monde. Par contre, c'est pas mal, parce que là, par défaut, les personnes non-binaires sont dedans, puisqu'on parle du spectre qui va du masculin au féminin, donc en théorie, ça inclut les personnes non-binaires. Mais attention, pareil, à ne pas rendre votre langage incompréhensible. Si vous faites que des créations de mots, au bout d'un moment, les gens en face ne vont pas forcément les comprendre. Donc à utiliser, mais en faisant attention à ne pas rendre tout ça complètement incompréhensible. Et finalement, des fois, j'utilise le point médian. À l'écrit, le point médian, ça peut être utile, particulièrement pour les accords quand ça n'amène pas de changement à l'oral. Par exemple, les développeuses et les développeurs sont venus à la conférence, venus point médian ES, c'est pas mal. Ça ne me demande pas de faire un effort quand je le lis, par exemple, pour passer à l'oral. Parfois, je l'utilise aussi sur d'autres mots. Je le fais avec parcimonie, mais il y a des fois où je trouve que c'est adapté. Je trouve que ça ne sert à rien de complètement le virer tout le temps. Attention à ne pas trop compliquer votre langage. Oui, c'est bien de mettre des outils pour le rendre plus inclusif, mais le but premier, c'est de réussir à communiquer avec les gens. Et il ne faut pas oublier que changer son langage, c'est un effort qui n'est vraiment pas simple pour la plupart des gens, nous inclus, hein. Et qu'il y a des gens qui sont au tout début de leur cheminement à ce niveau-là. Et donc, si vous arrivez et que vous leur faites 15 nouveaux mots, que des doublets et des formulations un peu tarabiscotées pour inclure le féminin, au bout d'un moment, les gens ils vont avoir l'impression que vous parlez carrément une autre langue, quoi. Il y a particulièrement des trucs sur lesquels, des fois, je ne comprends pas trop pourquoi on se complique la vie. Par exemple, le terme speaker, qui est très utilisé dans les conférences tech. J'étais très surprise quand j'ai vu des gens dire speakeuse. Speaker, c'est un terme anglais, c'est épicène par nature. Je ne trouve pas ça très pertinent de dire speakeuse. Et pourtant, des fois, maintenant, je le dis, parce qu'à force de l'entendre, ça m'arrive de le dire. Typiquement, hier, je suis arrivée, je dis « Ah, je suis speakeuse !» Et après, j'étais là « Ah mince, ma conférence demain !» Mais en théorie, créer un mot, un féminin à partir d'un épicène, quand d'autres féminins existent, je trouve ça un peu bizarre. En féminin, on a conférencière, par exemple, c'est très bien. Autant utiliser speaker en épicène, c'est parfait. Bon, et surtout, dites pas speakerine. Non, mais parce que vous rigolez, mais moi, j'ai une conférence à laquelle j'étais speaker, conférencière, où ils nous annonçaient toutes comme speakerine dans la communication. Et très vite, je leur ai dit « Ah, c'est très bien d'essayer d'être inclusif, super !» Je leur ai envoyé un mail comme ça, parce que j'essayais de le faire gentiment. Et j'étais en mode « C'est très, très bien d'être inclusif et tout. » Mais par contre, speakerine, c'est pas conférencière. Hein. Speaker, c'est conférencier. Speakerine, c'est la potiche qui annonce les programmes à la télé, quoi. C'est pas un mot qui existe en anglais, c'est un mot qui n'existe qu'en français, qui a ce sens-là, quoi. Donc j'aurais dit, moi, surtout, quand vous m'annoncez, vous ne m'annoncez pas comme speakerine, quoi. Je suis pas speakerine, je suis conférencière. Ils m'ont dit, ah oui, pas de problème. Et ils ont appelé toutes les autres femmes speakerine. Donc des fois, ça a des limites, quoi. Donc voilà, par exemple, sur speaker, vous avez conférencière, conférencier, intervenante, intervenant. Vous avez oratrice, orateur, qui peut donner oratrice. Il y a une conférence qui s'appelle Paris Web, qui utilise ces termes, et moi, je les trouve très chouettes. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin de dire speakeuse. Bon, après, je ne ferai pas un caca nerveux si vous dites speakeuse. Hein. Simone Weil, la philosophe du début du XXe siècle, pas la femme politique, a dit « On peut, si on veut, ramener tout l'art de vivre à un bon usage du langage. » La question, c'est est-ce qu'on fait un bon usage du langage dans la tech, dans notre société au global, mais dans la tech, ici en particulier. De façon très intellectuelle, je vais répondre bof. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans notre langage, dans la tech, dans la façon dont on parle entre nous. On jargonne énormément, au point où des fois on ne se comprend pas les uns les autres. On franglise constamment. Et on a un langage hyper agressif et compétitif.
moi, ça ne reflète pas ce que je veux pour notre industrie. Oh, pardon, j'arrête de faire ça. Le jargon, à la limite, si on se comprend et qu'on est dans un cadre où on n'est que entre personnes qui se comprennent, pourquoi pas. Le jargon, ça me pose problème quand on l'utilise pour écraser les autres. C'est normal d'avoir un jargon technique dans une industrie. Par contre, c'est pas super de l'utiliser pour faire son plus malin et écraser l'autre, quoi. Le franglais, honnêtement, je vais avoir du mal à critiquer ça. J'en ai toujours énormément fait, même quand j'étais dans le social, et que j'avais aucune raison d'en faire. Et quoi qu'en dise l'Académie française, deuxième tacle, les anglicismes n'appauvrissent pas la langue. Historiquement, les apports venus d'autres langues ont toujours enrichi la langue et se sont toujours plus ou moins régulés d'eux-mêmes. Donc, à la limite, pourquoi pas. Par contre, l'agressivité et la compétitivité à fond dans notre langage, ça, pour moi, c'est un mauvais usage de la langue. L'ambiance toxique de la tech, elle vient en grande partie à cause de ça. On a un langage presque guerrier quand on parle du boulot. On va nous dire qu'on ne se repose jamais, on bosse tout le temps, on a un travail passion. Et du coup, on fait tous des burn-out et on se demande pourquoi. Moi déjà, le métier passion, j'aimerais bien que ce soit un terme qui soit supprimé parce que, ayant une mère artiste, par exemple, j'ai toujours trouvé que c'était un terme un peu foireux, quoi. Mais surtout, on est très violent dans nos interactions. Ça va de la simple prise de bec au harcèlement de masse. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous ne fréquentez pas, en tout cas, la communauté tech sur les réseaux sociaux, certainement, vous ne vous en rendez pas trop compte, parce que c'est moins réel IRL sans l'afflux des réseaux sociaux. Mais il y a vraiment des grosses violences, et en plus, elles finissent par impacter le réel, par impacter les carrières de certaines personnes. Et ça, c'est quand même inacceptable, quoi. Bien sûr, la racine de tout ça, ça vient de la compétitivité érigée en idéologie. Dans la tech, il faut toujours être le meilleur, il faut toujours être le plus fort. On finit par essayer d'écraser les autres. Et alors, comme en plus, en ce moment, on est dans une crise économique, bah, forcément, toute cette compétitivité ressort encore plus. On est encore plus les meilleurs parce qu'on mérite encore plus de travailler dans cette crise économique. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter parce que je la trouve hyper parlante et en même temps assez horrible. Je crois que c'était en 2023, sur LinkedIn, il y a une entreprise qui faisait du recrutement pour des DevOps. Et ils avaient trouvé très drôle de mettre une photo de Rocco Siffredi et de faire un jeu de mots sur les pen tests, donc les tests de pénétration. Alors, on a été plusieurs, d'abord femmes et ensuite il y a quelques hommes qui nous ont soutenus, à leur dire que ce n'était pas acceptable du tout. Bon, déjà, faire un jeu de mots sexualisant dans le cadre du travail, c'est pas terrible. Donc mettre la photo d'un acteur porno, bof. Mais surtout, Rocco Siffredi, c'est pas juste un acteur porno, hein, c'est un violeur. Donc en termes d'image, en termes de message que vous faites passer aux femmes de la tech, c'est quand même pas terrible. Souvent sur LinkedIn, il y a un gros reflet de nos problèmes d'industrie. Et au niveau du langage, c'est hyper visible. J'imagine que vous avez tous et toutes vu tous les posts, il y en a des millions, ou alors c'est juste moi qui suis harcelée, qui commencent par un bon dev, le bon dev. Un bon dev, il est obligé de travailler avec plusieurs écrans, le bon dev, il fait que du JavaScript, enfin toujours des conseils en plus un peu éclatés au sol. La bonne dev, elle doit être dans la cuisine, parce qu'on n'apparaît jamais. Moi, je suis pour qu'on supprime complètement l'expression, parce qu'elle entretient la toxicité de notre industrie et le gatekeeping, et elle ne laisse pas la place aux nouvelles personnes et aux nouvelles idées. Ce qui est fascinant avec la tech, c'est qu'on est une industrie qui est très proactive dans le changement au niveau technique. On est très progressiste dès qu'on parle de technologie, même des fois trop. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, on est là, ah ouais, trop bien, et tout d'un coup, on ne parle plus que ça pendant 6 mois, comme si c'était la seule chose intéressante. Par contre, on est hyper conservatrice sur les questions sociales. Pour moi, c'est le cœur du problème dans la tech.
Et pour moi, on peut avancer sur ce problème aussi par le langage. On peut déconstruire le langage oppressif, reconstruire un langage inclusif, comme on voudrait faire pour la société. On pourrait dire pour faire, et plus attendre d'avoir fait pour dire. Donc c'est fini. Vous avez... Merci. Vous avez les ressources en haut à gauche. Donc dedans, il y a ce qui m'a aidé à faire la conférence, mais aussi des choses qui vont plus loin. Il y a des conseils de livres, des conseils d'articles, de vidéos. Il y a un peu plusieurs formats, podcasts aussi. Et vous avez où me trouver en bas à droite, où vous trouverez mes réseaux sociaux, certaines autres conférences que j'ai faites, des articles que j'ai écrits, les 2 associations que j'ai montées, mon podcast et ma newsletter, et c'est à peu près tout.